de la cocaïne à travers l'Amérique centrale. Mais pardon, mais répondez quand même à... Ça, en l'occurrence, répondez quand même à... Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Répondez-lui à lui, c'est pas à moi. Oui, Gallagher, il faut vous répondre. Il dit il n'est pas accusé de ça. Gallagher, il n'est pas accusé de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une situation où quelqu'un de mauvais... Gallagher, on est dans une situation où quelqu'un de mauvais se retrouve quasiment être le gentil de l'affaire. Non mais je termine. Pardon, et se retrouve être quasiment le gentil de l'affaire parce qu'on a un Donald Trump qui se permet d'aller dans un pays souverain et de kidnapper le président. C'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est que la cause elle est légitime. Évidemment que tout le monde veut que cette personne tombe parce qu'il est affreux, parce qu'il a fait des choses horribles aux Vénézuéliens. Mais par contre, la façon dont ça a été fait, c'est pour ça que les Vénézuéliens ont peur de ce qui va se passer par la suite. Ça pose une question. Lorsqu'il y a un vide de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'on peut être et dictateur et prisonnier de guerre ? J'ai pas dit qu'il était prisonnier de guerre. J'ai dit que. Mais je vous pose la question. Non, je pense qu'effectivement. Est-ce qu'on peut être et dictateur et kidnappé ? Je pense qu'on peut l'être. Est-ce que ça mais ça ne veut pas dire qu'on est. Attendez, parce que si. Attendez. On peut être dictateur. Si on peut l'être. Pourquoi ? Mais on peut l'être. Pourquoi est-ce qu'on peut l'être ? Parce que si jamais vous êtes dans une situation comme Maduro, où vous êtes de facto un tyran, un dictateur, mais en même temps, vous êtes pris de force dans un combat qui n'est pas le vôtre, que vous n'avez pas. Il est kidnappé, en clair. Pour vous, il est kidnappé ou il est arrêté ? Kidnappé, c'est le mot ? Kidnappé, donc c'est pas de la justice. À 3h du matin. Donc c'est pas de la justice. Je pense mais non, soyons clairs, c'est de la justice ou pas de la justice ? Je pense pas. Je pense, que je veux répondre aussi à Gallagher, puisqu'on est dans un dîner. Moi, je pense que si Joe Biden, par exemple, avait réussi à capturer Vladimir Poutine au Kremlin, je pense que Gallagher n'aurait pas traité Joe Biden de gangster. Et vous savez pourquoi ? Je pense ça. Moi, je vais vous répondre. Mais pourquoi ? Parce qu'il est inculpé par la CPI ou quoi ? La Cour pénale internationale. Oui, que reconnaît pas la Russie, ni les États-Unis non plus. Les États-Unis, d'ailleurs. Voilà. Donc on n'était pas dans la légalité. Alors moi, je vais quand même vous dire, si les prisonniers de guerre, c'est qu'ils étaient en guerre, et à la guerre, on a le droit de cibler les personnalités adverses, quelles qu'elles soient. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans sa défense. Parce que par contre, ça sera sa défense. C'est droit commun versus le droit de la guerre, le droit international, etc. J'aimerais que vous soyez plus précis. C'est pas de l'argutie juridique, c'est oui ou non, est-ce que c'est de la justice ou est-ce que c'est la loi du plus fort qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ? C'est la loi du plus fort, là. C'est la loi du plus fort, c'est totalement illégal comme opération, effectivement. Pourquoi il dit qu'il est prisonnier de guerre ? Parce qu'il y a un certain nombre de lois qui s'appliquent justement à la guerre et aux prisonniers de guerre et qui sont, alors là, pour le coup, pas respectées, puisque normalement, on n'exhibe pas les prisonniers de guerre et il va revendiquer son immunité. Bien sûr, les grands empires trouvent toujours des justifications à leurs opérations impériales. Alors on dira qu'en 2003, c'était pour établir la démocratie dans l'intérêt du peuple de Mésopotamie, évidemment. Il y avait là, c'est l'intérêt de la justice massive. C'était ça, la vraie. Les armes de destruction massive, etc. Mais la démocratie aussi, c'était les deux arguments. Et puis l'argument, c'est de dire, effectivement, mais il était de fait inculpé de trafic de drogue, et il est avéré que son régime, le régime de Maduro, a couvert et laissé agir. Et ça veut dire quoi, pardon ? Les cartels, c'était une base logistique. C'est la porte ouverte à d'autres. Je donne un exemple, le président de l'Égypte, je crois que c'est le plus grand pays, le plus grand pays arabe du monde, peuplé. Voilà, il est élu, je crois, à 96%. C'est bidon, évidemment, c'est un dictateur. On pourrait l'arrêter comme ça ? Mais selon Trump, oui. Mais ce que fait Donald Trump, en fait, pourquoi est-ce qu'il est allé kidnapper ce monsieur-là ? C'est pas parce qu'il voulait libérer les Vénézuéliens, mais lorsque les Vénézuéliens étaient sous la dictature au début du siècle dernier, ils s'en foutaient totalement, les Américains. C'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait sur leur continent, sur leur zone d'influence, des États, des gouvernements qui sont perçus comme hostiles aux États-Unis. C'est ça la vraie raison. À partir du moment où vous êtes perçu comme un État hostile ou un gouvernement hostile aux États-Unis, vous devez tomber. Donc c'est purement de la réelle politique. Et moi, cette image, lorsque je la regarde, ça me rappelle les images de la capture de Saddam Hussein en 2003. C'est vraiment ça. C'est mettre en scène un chef d'État qui certes était un dictateur, qui certes était un tyran, mais le mettre en scène d'une façon où on dit personne n'est à l'abri. Faites attention à vous, parce que lorsque vous vous opposez aux États-Unis, vous serez traqué, vous serez mis en justice et vous serez condamné. Est-ce que ça crée pour Rubio a dit très clairement,
l'hémisphère occidental, c'est chez nous. D'ailleurs, la Maison-Blanche avait publié une image, vous l'avez peut-être, qui est incroyable. L'hémisphère occidental, c'est chez nous, c'est dans toutes les Amériques, de l'Alaska à la Terre de Feu. Et exit, bye-bye les Chinois, bye-bye les Russes. C'est aussi Est-ce que ça crée pour vous un dangereux précédent ou non? C'est un chef d'État en exercice, alors c'est un dictateur, mais c'est un chef d'État en exercice. Est-ce que c'est un précédent dangereux? Oui, bien sûr. Enfin, c'est un précédent, c'est-à-dire que tous les tyrannos de la planète vont s'estimer légitimes à faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sous le prétexte qu'ils sont les plus forts et que voilà. Ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est évident. C'est pas le premier. Il y a eu on a débarqué. Voilà. Ça légitime l'intervention à Taïwan. Ça légitime un certain nombre de choses. Les Chinois n'ont pas besoin. Dès que ça ne nous plaît pas, on peut déposer la personne à côté. Mais les Chinois n'ont pas besoin d'une légitimation pour prendre Taïwan si un jour ils voudraient prendre Taïwan. Quand ils ont pris le Tibet, ils ont eu besoin d'aucune légitimation. Mais là, Taïwan ne leur appartient pas. Non, mais là, en tout cas, ça légitime l'intervention de Vladimir Poutine a posteriori. C'est ça. Puisque, en fait, c'est une zone d'influence, c'est une opération militaire spéciale. Et d'ailleurs, moi, j'avais vu une déclaration de Vladimir Poutine. On dit que le Kremlin n'a pas réagi, mais j'avais vu cette déclaration. Si, ils ont fait une très courte réaction, mais qui est très... Non, il y a une réaction officielle, et il me semble avoir vu une déclaration en disant, oui, c'est une opération qui est illégale, mais c'est les intérêts des États-Unis, donc on comprend. Enfin, c'était ça le sens, à moins que ce soit un faux. Mais j'ai vu ça sur les réseaux. Moi, je suis absolument d'accord avec votre analyse. Donc, aujourd'hui, on explique que ceux qui agressent les autres, eh bien, dans votre zone d'influence, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est quand même l'enterrement en direct de l'ordre international. On peut Bien dire sûr, mais ça a été fait avant. Déjà, en 83, on a débarqué le ministre de la Grenade, qui était... Oui, bien sûr. Aurélien Colson. Trois petites remarques quand même. La première, un point de droit international qui n'est pas contesté, c'est qu'un chef d'État ou de gouvernement a une immunité, quand bien même son élection serait entachée de toutes les illégalités que vous voulez. Donc on ne peut pas arrêter Poutine, par exemple. Non, ça crée un précédent grave, et c'est vrai que si demain le président Poutine dit... on peut l'arrêter. Si le président... Non, pas chez lui, j'ai pas dit chez lui. Parce que la CPI, mais si demain le président Poutine dit... Le président de l'Ouzbékistan est suspecté de narcotrafic, je l'arrête, je décapite ce régime. On ne pourra plus s'en prendre à lui, puisqu'il pourra dire, regardez, le précédent de Trump. Et moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est l'idée que on voit apparaître de manière chimiquement pure ce qui motive Trump. Et d'ailleurs, on a vu se succéder à une rapidité ahurissante les justifications successives. D'abord, s'il s'agissait de lutter contre du narcotrafic, puis s'il s'agissait de protéger les citoyens américains contre une menace terroriste imminente. Et aujourd'hui, 24 heures après les faits, calmement, crânement, Trump assume, c'est le pétrole. De manière mercantiliste, totalement assumé. Mais quand il dit, est-ce qu'il a raison quand il dit qu'il vaut mieux que le pétrole soit en leurs mains à eux que dans les mains des dictatures russes ou chinoises? Vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que ce pétrole, il appartient aux Vénézuéliens. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant... Non, parce que le régime, la dictature du Venezuela, elle est alliée des dictatures chinoises. Pas à un seul moment, Trump a dit « je vais rendre le pouvoir au président légitimement élu ou bien à l'opposition ». Non. Trump sera parfaitement content de faire du business pour le pétrole avec le régime autoritaire. Que vous ayez raison ou tort. Écoutez, les Russes même en prennent argument. On assiste au moment où les Russes font des leçons de morale maintenant aux Américains. Écoutez, c'est l'ambassadeur russe qui dit voilà, regardez cet ordre mondial. Voici votre ordre mondial fondé sur des règles dans toute sa splendeur, ce qui effraie même les atlantistes les plus fervents. Washington insuffle un nouvel élan au néocolonialisme et à l'impérialisme, qui ont été condamnés et rejetés à maintes reprises, et avec fermeté par les peuples de cette région et par l'ensemble du Sud global. Voilà, tout à l'heure, Michel Yakovlev sur ce plateau, et il n'est pas suspect d'être pro-russe, disait « je suis d'accord avec lui ». Bien sûr, il a raison. Je partage. Et c'est ça la dangerosité de ce que Donald Trump vient de faire, c'est qu'il permet à d'autres gangsters de se faire passer pour des défenseurs du droit international alors même qu'ils sont en train d'agresser l'Ukraine, nation souveraine. Donc c'est ça, cet immense boulevard qui s'ouvre, et ça a été très bien dit, qui va permettre effectivement à des dictateurs, à d'autres leaders d'aller agresser, kidnapper, violer souveraineté, s'emparer de richesses, parce que les États-Unis... On ne l'a pas dit, parce que c'était une évidence, je me permets de le rappeler, et fait quand même partie de ces nations qui sont fondatrices et garantes d'un ordre international
qui était basé sur une petite charte qui est pas très longue dans son préambule, article 2, chapitre 4. Nul, aucun État n'a le droit, par la menace ou la force, de porter atteinte à l'indépendance politique ou à la souveraineté d'un pays. L'ambassadeur russe qui se moque, qui attaque les États-Unis pour néocolonialisme, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Oui. Mais en même temps, c'est bien joué. Franchement, là, il jubile. C'est jubilatoire, son affaire. Et moi, je suis d'accord avec Gallagher. Il donne toutes les armes pour. Et puis, ça se rejoint sur Cécile Lieberman. Ça donne toutes les armes pour légitimer l'action de la Russie actuellement. Les Russes n'ont pas besoin d'une légitimation par la bonne conscience américaine ou les Chinois par le gouvernement américain pour agir de manière illégale. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais ils le font sous couvert de la démocratie et de libérer les peuples opprimés. Oui. Alors les gens disent effectivement, demain nous allons avoir une invasion de Taïwan. Je crois justement, c'est ça en général qui est intéressant, je crois justement le contraire. Je pense que les Chinois qui pensent évidemment prendre Taïwan par la force, je pense qu'ils disent le gars c'est quand même un shérif. Et donc si je m'approche de Taïwan, il va m'envoyer la 7e flotte, il n'aura pas peur de m'envoyer la 7e flotte. Et la bataille navale contre la 7e flotte américaine, moi Chinois, aujourd'hui, je la sens pas. C'est le contraire. Les Américains aujourd'hui se disent qu'ils risquent de perdre contre la flotte chinoise. Exactement. Absolument. Les choses sont en train d'évoluer. Ce qui est paradoxal, et je pense qu'il est important de souligner, c'est que finalement, Donald Trump, il s'inscrit dans une forme de tradition chez les Américains. Ils n'ont pas souvent osé aller kidnapper les présidents, les chefs d'État, mais le changement de régime fait partie de la façon dont les Américains ont fait leur politique. Attendez, si on rappelle la liste, évidemment, elle est immense. Kadhafi, Saddam, Milosevic... qui d'autre? Le successeur de Bishop à la Grenade. Voilà. Les gouvernements dans les années 70. Allende, ils ont descendu. Le plan Condor. Et voilà. Ils ont osé quand même. Ils ont osé 2 ou 3 fois kidnapper des chefs d'État. Il y a eu Noriega qui s'est fait kidnapper et qu'ils ont encerclé au Panama, qui était réfugié dans l'ambassade du Saint-Siège et qui ont osé quand même mettre du métal pour l'embêter, pour qu'il sorte enfin. Il y a eu le président haïtien en 2004. Alors les Américains osent dire que ça n'a pas été un kidnapping, qu'Aristide a bien voulu partir avec eux parce qu'ils étaient convaincants, mais c'est quand même du kidnapping. Donc ils ne sont pas, c'est pas leur première fois. Et Donald Trump, c'est juste un ravivement, un retour de cet interventionnisme américain. En tout cas, kidnapping, arrestation, chacun est libre on va voir que le débat se poursuit, mais la réalité technique de comment ça a été réalisé est de fait techniquement réussi. C'est illégal, mais en tout cas c'est techniquement réussi. Pierre-Olivier, expliquez-nous, il y a quelques dernières révélations sur le déroulement exact de ce qui s'est passé. Oui, Darius, regardez d'abord ces dernières images qui nous parviennent de l'opération ultra préparée. Ça se passe dans la nuit de vendredi à samedi. On y voit d'abord un premier hélicoptère américain, puis plusieurs tirs de missiles échangés en direction de cibles militaires vénézuéliennes. Des images saisissantes et une opération militaire massive. 150 avions, hélicoptères et drones de combat qui ont décollé quelques minutes plus tôt d'une vingtaine de bases américaines, des bases de Porto Rico, des îles Vierges, des États-Unis, ainsi que des navires positionnés au large des côtes. Sur ces images, la riposte antiaérienne vénézuélienne est quasiment inexistante. Donald Trump annoncera d'ailleurs plus tard qu'un seul appareil américain a été légèrement touché. Et visiblement, ça a été très 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 bien préparé, de longue date. Parce que la CIA était sur le coup depuis le mois d'août, Darius. Une équipe était spécialement mobilisée pour suivre les moindres faits et gestes de Nicolas Maduro. On savait ce qu'il mangeait, on savait ce qu'il portait comme vêtements. Voilà ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées, Dan Kane, pour vous rendre compte de l'ampleur de cette préparation. Ce qui est intéressant aussi, vous le voyez sur ces images, c'est cette modélisation 3D. Regardez, une chaîne YouTube américaine a reproduit les différentes étapes de l'assaut. J'ajoute aussi que selon le New York Times, la CIA aurait disposé d'une taupe au sein du gouvernement vénézuélien. Il y a enfin la préparation de l'assaut. Les Américains le savaient. Nicolas Maduro n'était pas dans sa résidence principale ce soir-là. Il était réfugié dans un bunker militaire dans le complexe de Fuerte-Tiuna. Et même là, ils ont préparé, on voit cette carte, on comprend que c'est un immense complexe, ils ont préparé l'assaut là.
Oui, Darius, en fait, pendant des mois, les soldats américains d'élite de la Delta Force, ils se sont entraînés dans le plus grand secret sur une réplique grandeur nature de ce bunker militaire où se réfugiait Nicolás Maduro. Et cette réplique, elle a été construite dans l'état du Kentucky. Vous vous en doutez, les forces américaines connaissaient donc chaque recoin de la résidence de Nicolás Maduro. C'est donc cette préparation précise qui a permis aux soldats de la Delta Force de mettre la main sur le président vénézuélien. Ils n'auront mis d'ailleurs que 3 minutes entre leur arrivée et la capture du président vénézuélien. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Et je rappelle les épisodes à venir, c'est-à-dire cette information très importante du Jerusalem Post sur le fait que les États-Unis envisageraient maintenant une intervention en Iran, peut-être dans des circonstances similaires. Iran, Cuba, Colombie et le Groenland européen. Là, il dit c'est dans 20 jours, il y a d'autres détails qui nous arrivent. Arrêtons-nous aux détails, disons, quasi heure par heure de ce que vous avez expliqué. D'abord, les bombardements. Quand on regarde l'horaire, il y a une concomitance entre les premiers bombardements et l'entrée en action des hélicoptères. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, Général Richard.